Parmi les événements marquants qui ont marqué la Seconde Guerre mondiale, il y a bien évidemment donc l'invasion de la Pologne, il y a le pacte germano-soviétique, il y a la bataille de France, il y a la bataille d'Angleterre, il y a aussi l'invasion anglo-soviétique de l'Iran. Attends quoi? L'Iran a fait partie des belligérants lors de la Seconde Guerre mondiale? Alors là, j'ai jamais entendu ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Et oui, oui, il y a eu l'Iran qui a fait partie des éléments marquants, donc des acteurs majeurs de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont d'ailleurs été envahis, ils ont été envahis rapidement par les Anglais et les Soviétiques, et ils ont été envahis en moins de 6 jours. Alors on va voir un petit peu l'histoire de cette débâcle, qui est encore inconnue aujourd'hui dans l'histoire française, tout simplement. Dès que je fais des recherches poussées, un petit peu poussées, bah, je tombe sur des pages internet intéressantes et ça me permet de vous produire les meilleures vidéos histoire de YouTube. Allez, on y va. Alors, ce que vous appelez aujourd'hui donc l'Iran était auparavant connu sous le nom de la Perse jusqu'en 1935 et divisé depuis 1907 en deux zones d'influence. Il y a la Russie qui contrôle le nord tandis que le Royaume-Uni contrôle le sud, tout simplement. C'est l'histoire avec le grand jeu entre les Britanniques, l'Empire britannique et l'Empire russe. Cette situation s'inscrit dans cette rivalité stratégique opposant ces deux puissances impériales. Profitant de l'instabilité provoquée par la révolution constitutionnelle de 1905-1911 et de la faiblesse des derniers souverains de la dynastie Kadjar, donc ces empires renforcent progressivement leur empire sur le pays. Après la Première Guerre mondiale, les troupes russes et britanniques se retirent du territoire iranien. En 1921, la monarchie constitutionnelle est proclamée. Le 21 février de cette même année, le colonel Reza Khan, ancien commandant de la garde cosaque, prend la tête du gouvernement et 4 ans plus tard, en décembre 1925, il écarte Ahmad Shah Qajar du pouvoir et se proclame lui-même souverain, inaugurant ainsi la dynastie Pahlavi. Dès lors, Reza Shah met en œuvre une politique axée sur la modernisation rapide du pays et le renforcement de son indépendance. Il sollicite l'expertise de plusieurs nations européennes, notamment l'Allemagne, la France, la Suède, tout en écartant toute coopération avec la Grande-Bretagne, dont la présence est dominante dans la région. Donc ils sont notamment en Irak, au Koweït, au Bahreïn, en Émirats, à Oman et au Pakistan. Rien que ça. L'Angleterre est la personnification de la colonisation. Un accord est également signé avec l'URSS, jugé moins menaçant en raison de ses difficultés internes. L'Iran développe alors des liens économiques solides avec l'Allemagne, qui devient son principal partenaire commercial en 1939. Toutefois, entre-temps, l'Allemagne est passée sous le régime nazi, donc c'est un petit peu un problème là. La situation change radicalement en 1941, lorsque l'Allemagne rompt son pacte avec l'Union soviétique et lance son offensive contre celle-ci. Face à cette menace, le Royaume-Uni et l'URSS s'allient, bien que Reza Shah insiste sur la neutralité de l'Iran, il poursuit ses échanges commerciaux avec l'Allemagne. Londres s'inquiète énormément alors du sort de la raffinerie d'Abadan, contrôlée par l'Anglo-Iranian Oil Company, dont la production pétrolière propose donc 8 millions de tonnes en 1940 et est essentielle à l'effort de guerre allié. Du côté soviétique, l'Iran devient une voie stratégique cruciale pour l'acheminement de l'aide américaine. Le transport maritime vers Moumansk et Arkhangelsk est rendu périlleux par les sous-marins allemands et les conditions climatiques difficiles, ce qui fait du chemin de fer transiranien un axe logistique indispensable pour le ravitaillement de l'URSS via le golfe Persique. Malgré les pressions exercées par Moscou et Londres, Reza Shah maintient sa position. Il refuse, le gars, d'expulser les résidents allemands et d'autoriser les Alliés à utiliser leur réseau ferroviaire iranien. Cette obstination conduit à l'invasion conjointe de l'Iran par les forces britanniques et soviétiques le 25 août 1941. Bon, là on le voit, c'est une sacrée galère. Il y a des liens internationaux, c'est ce qu'on appelle des liens économiques mondiaux, c'est ce qui forme aussi la guerre mondiale. La guerre se ferme à travers une économie mondiale, bien évidemment. Et donc là, on voit que l'Iran, qui
avait des liens assez proches, notamment face aux colonisateurs britanniques, avec l'Allemagne, se retrouve un peu pris comme un sandwich. Vous voyez, comme la saucisse dans le hot dog que vous mangez le week-end. Bon, vous pouvez l'en manger aussi en semaine, hein, pas de souci, mais c'est un petit peu pour vous faire la métaphore. L'invasion de l'Iran, donc en août 1941, se déroule rapidement, sans rencontrer de résistance significative. Depuis le sud, les troupes britanniques basées en Irak sous le commandement du lieutenant-général Edward Pelao Keenan pénètrent le territoire iranien. Ce groupe de forces, donc initialement connu sous le nom de Iraq Force, s'est rebaptisé 6 jours plus tard, commandement persan et irakien, Pay Force. Donc il comprend la 8e et la 10e division d'infanterie indienne, dirigée par le général William Slim. On avait bien vu que les Indiens d'Inde avaient été mis en avant et avaient été soldats lors de la Seconde Guerre mondiale sous le joug britannique. Et donc la 2e brigade légère blindée indienne du général John Hazelwood, la 1re brigade de cavalerie sous les ordres du général John Joseph Kingston et la 21e brigade d'infanterie indienne. Simultanément, les forces soviétiques attaquent depuis le nord avec la 44, 47 et 53 armées du front transcaucasien, sous le commandement du général Dmitri Kolstov. Des unités navales basées en mer Caspienne et des forces aériennes participent également à l'offensive. Malgré ses 125 000 hommes répartis sur 9 divisions d'infanterie, l'armée iranienne est rapidement débordée. Très souvent, Reza Shah était désespéré et lance un appel au président américain Roosevelt, invoquant la charte de l'Atlantique pour défendre la souveraineté de l'Iran. Mais la réponse de Roosevelt, tardive et peu engageante, souligne donc la nécessité de contrer l'expansion nazie et minimise les préoccupations iraniennes. Les combats débutent le 25 août avec l'attaque du HMS Shomeran du port d'Abadan. Le navire iranien Palang est rapidement coulé et les forces britanniques s'emparent des installations pétrolières. Ça, ils adorent le pétrole aussi, faut le dire. Pendant ce temps, la Royal Air Force bombarde les bases aériennes et les infrastructures iraniennes. L'avancée terrestre est tout aussi fulgurante, les troupes britanniques progressent depuis Bassorah vers Havas, tandis qu'au nord, des unités sous le commandement du général William Slim prennent les gisements pétroliers de Naftisha et les positions stratégiques de Kermashta et Hamadan. De leur côté, les soviets justifient leur intervention en s'appuyant sur le traité irano-soviète de 1921 qui leur permet d'envoyer des troupes en Iran en cas de menace à leurs frontières méridionales. L'armée rouge avance rapidement vers Makou et bombarde les positions iraniennes et effectue des débarquements à Bandar el-Pahlavi. Sans soutien extérieur, l'armée iranienne est rapidement submergée. 6 jours plus tard, le 30 et 31 août, les forces britanniques et soviétiques font leur jonction à Sena et Kazvin. L'Iran est défait, les infrastructures pétrolières sont sécurisées et le chemin de fer transiranien passe sous contrôle allié. Le premier ministre iranien, Mohamed Ali, accepte alors d'expulser les diplomates allemands et leurs alliés. Cependant, la lenteur de cette expulsion entraîne l'entrée des troupes soviétiques et britanniques à Téhéran le 17 septembre. Le lendemain, Reza Shah est contraint à l'exil, d'abord à l'île Maurice, puis en Afrique du Sud. Son fils Mohammad Reza Pahlavi lui succède sur le trône. Les troupes britanniques et soviétiques quittent Téhéran le 17 octobre, après s'être assuré que l'Iran se soit aligné sur les Alliés pour le reste de la guerre. Toutefois, cette occupation laisse des traces durables, préfigurant les tensions géopolitiques qui marqueront l'histoire du pays dans les décennies. Ah oui, c'est une histoire avec un impact fort. Alors, c'est quoi le bilan de tout ça en fait ? Les pertes durant l'invasion de l'Iran en 1941 sont lourdes, bien que déséquilibrées entre les forces iraniennes et alliées. La marine iranienne perd 2 navires de guerre coulés et 4 autres gravement endommagés par la Royal Navies. L'armée de l'air iranienne subit également de lourdes pertes, avec 6 chasseurs abattus. Au total, environ 800 soldats, marins et pilotes iraniens sont tués, dont l'amiral Gholamahil Bayandor, commandant de la flotte iranienne. Les raids aériens soviétiques sur la province du Guian causent la mort d'environ 200 civils. En comparaison, les pertes britanniques et indiennes sont de 22 morts et 42 blessés, tandis que les pertes soviétiques restent inconnues. L'occupation alliée de l'Iran garantit le maintien du corridor perse, une route stratégique permettant d'acheminer plus de 5 millions de tonnes de matériel militaire à l'Union soviétique.
En échange, l'URSS fournit du pétrole de bas coût aux forces britanniques au Moyen-Orient. Par la suite, donc, après le renversement de Reza Shah, les Brits envisagent un retour de la dynastie Kadjar en plaçant donc sur le trône le prince Sultan Hamid Mirza. Cependant, ce dernier, éduqué en Europe, ne parlant pas le persan, est jugé inapte à gouverner. C'est donc Mohammad Reza Pahlavi, fils de Reza Shah, qui accède au trône le 16 septembre 1941. À seulement 22 ans, son pouvoir est alors symbolique et est placé sur le strict contrôle des Britanniques. En janvier 1942, donc va y avoir le nouveau Shah qui signe un traité d'alliance avec le Royaume-Uni et l'URSS, s'engageant à soutenir l'effort de guerre allié sans implication militaire directe. L'article 5 de ce traité stipule que les troupes alliées quitteront l'Iran au plus tard 6 mois après la fin des hostilités. En septembre 1943, pour rejoindre donc les Nations Unies après la guerre lors de la Confédération de Téhéran en novembre 1943, il y a Roosevelt, Churchill et Staline qui affirment officiellement leur engagement à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Iran, tout en promettant donc une assistance économique au pays. Toutefois, après la fin de la guerre, seuls les Britanniques respectent leur engagement de retrait. Les troupes soviétiques stationnent dans le nord-ouest, refusent de partir et soutiennent la création d'États communistes. Et ce sont des séparatistes en Azerbaïdjan iranien, ainsi qu'au Kurdistan, donc la république de Mahabad. Ça c'est en 1945. Je préfère vous préciser pour les dates parce que là on est technique. La Atlas c'est assez technique, bon, c'est une histoire assez méconnue et très intéressante. Donc la crise irano-soviétique ne se résout qu'en mai 1946, lorsque Staline accepte de retirer ses troupes en échange d'une concession pétrolière. Cependant, dès leur départ, ces républiques fantoches s'effondrent et les concessions pétrolières accordées à l'URSS sont annulées, marquant le début d'une influence occidentale croissante en Iran alors que la guerre froide s'installe. C'est dans ce climat de tension et de patriotisme que l'hymne national iranien Hey Iran est composé en 1946. Comme quoi on en apprend tous les jours, c'est assez fou que l'hymne iranien soit composé après la Seconde Guerre mondiale. Alors par la suite, il va y avoir donc des demandes d'indemnisation, donc ça va être 60 ans plus tard. En 2009, le président iranien Mahmoud Ahmadrejad exige des compensations pour les dommages subis par l'Iran lors de l'occupation alliée. Il affirme que son pays a été pillé et qu'il n'a jamais reçu d'indemnisation pour les souffrances infligées à sa population. Ahmadinejad annonce la mise en place d'une équipe chargée d'évaluer les pertes et promet d'envoyer une demande officielle au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, afin d'obtenir réparation pour les injustices subies par l'Iran pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à aimer, partager et commenter. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les gars, salut à tous, salut les filles et bonne journée.